Merci, Madame la rapporteure spéciale sur le logement convenable auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mesdames et messieurs, je suis heureux et honoré d'être parmi vous ce soir, d'avoir été invité pour cette conférence et en même temps gêné, car que peut amener à ce débat, suite à la lecture du rapport de Madame la rapporteuse sur les conditions de logement difficiles, dramatiques, que connaissent beaucoup de régions du monde, que peut amener le ministre du Logement d'une des républiques les plus riches du monde. Néanmoins, et je tiens à le dire, il y a des liens qui peuvent être faits, et certainement que ces liens seront approfondis dans le débat, car le logement, c'est toujours et encore et partout l'accès à la terre, l'accès à la propriété de cette terre, et finalement derrière la question de partage. Le logement est un thème d'actualité fort dans notre pays, et plus particulièrement à Genève, où la pénurie en matière de logement, d'appartements est très importante. Parce que des logements, si vous avez 5 000, 6 000 francs ou 7 000 francs à mettre pour un 4 pièces, vous pouvez en trouver un la semaine prochaine. La notion du prix est fondamentale, parce que si l'on revient à la notion légale, on a des bases légales fortes. En Suisse et à Genève, Mme Rolnick disait vous avez une base légale constitutionnelle forte. Effectivement, la Constitution fédérale dit que la Confédération des cantons s'engage à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver pour elle-même et sa famille un logement approprié à des conditions supportables, abordables. On voit que la Constitution donne un droit individuel, mais que ce droit ne se matérialise pas tant qu'on n'a pas une politique claire et forte de gestion du prix et de gestion d'accès à la propriété d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a une loi à Genève qui souligne le fait que les logements réalisés doivent répondre à un besoin prépondérant d'intérêt général. Et cette logique-là, elle est intrinsèquement liée à la logique de mixité sociale des quartiers. L'aménagement du territoire est la première pierre de la cohésion sociale. Et que peut faire l'État par rapport à ces situations de prix trop élevés? Donc, il y a des actions actives, il y a des actions de régulation et des actions de stimulation. De manière active, l'État peut produire des terrains constructibles par une politique foncière renforcée et en maintenant une politique de logement social. C'est-à-dire que quand l'État maîtrise le foncier, il peut, par ses choix politiques, avoir une politique sociale de logement et réserver des espaces pour les logements les plus modestes, des logements les plus modestes qui doivent avoir des conditions de mètres carrés, de qualité de l'infrastructure suffisantes. Ensuite, l'État, de manière régulatrice, par le cadre donné par la législation, peut aussi mener ces politiques. C'est typiquement le cas dans ce qu'on appelle à Genève des zones de développement. À Genève, quand on veut faire un nouveau quartier, on va le mettre en zone de développement, et là, c'est une loi spécifique qui s'applique, qui permet à l'État de contrôler l'ensemble des prix qui sortent, y compris les prix des PPE, c'est-à-dire la propriété privée, des appartements que les gens achètent, où l'État va fixer des maxima qui sont des prix non spéculatifs, qui permettent évidemment de payer la construction du logement, voire même plus, mais qui sont des prix non fixés par le marché, mais des prix qui permettent à la classe moyenne à Genève de devenir propriétaire d'un appartement. Enfin, dernier domaine, de manière stimulatrice, en suscitant les constructions et en suscitant l'initiative, il faut donner aux acteurs l'envie de construire. Mais dans tous ces cas, l'État a un rôle à jouer sur la régulation du prix. Et à Genève, on a connu ces dernières années des augmentations énormes. Sur ces 5 dernières années, chaque fois qu'un appartement changeait de locataire, il y avait une augmentation de prix de 18%. Là-dessus, il nous faut lutter contre ces phénomènes, mais finalement, une part de la réponse, c'est le logement d'utilité publique, mais ça ne sera que des logements pour les classes les plus modestes. Il me faut, à mon sens, et c'est un des axes de ma législature, renforcer la politique de régulation des prix d'accès pour la classe moyenne, c'est-à-dire pour les classes de la population qui ne sont pas subventionnées, parce que c'est des gens qui ont des revenus corrects, qui ne rentrent pas dans les barèmes de l'assistance sociale, mais qui nécessitent néanmoins un marché régulé, car si on est sur un marché spéculatif, ils n'ont pas accès. Et dans ce sens-là, un des grands éléments de réponse,
c'est de favoriser certains types de constructeurs. J'ai à Genève des fondations de droit, des fondations immobilières de droit public, qui sont des fondations soit rattachées aux communes, soit rattachées aux cantons, qui construisent et qui sont des organismes publics qui n'ont pas une vocation à faire des hauts taux de rendement. Et j'ai à Genève un réseau de coopératives d'habitation qui... Coopératives d'habitation, c'est quoi ? C'est des organisations privées, mais qui fixent dans leur statut que le prix du loyer, c'est l'amortissement de l'emprunt plus les charges. Donc il n'y a pas de visée spéculative, il n'y a pas de visée à des hauts taux de rendement. C'est des organisations privées, c'est des promoteurs privés qui s'auto-organisent, mais qui, de par leur statut même, mènent une politique non haussière à l'égard des prix du loyer qui sortent de ces logements. Et ces structures-là, pour moi, sont fondamentales pour l'avenir de notre politique publique parce qu'on a, par le passé, par trop favorisé les investisseurs, les promoteurs qui, eux, ils sont là pour avoir des taux de rentabilité les plus importants possibles. J'en fais aucun jugement moral, j'en fais un constat. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, les prix du loyer explosent. Donc, il m'importe aujourd'hui, et je le dirai en conclusion, de travailler avec ces acteurs qui ont cette conscience que le logement est un bien fondamental. Et c'est dans ce sens que la question du logement est centrale dans la vie de chacun et que cette thématique fait largement partie, à mon sens, des questions des droits de l'homme. Je vous remercie. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à l'Université de Genève et aussi à Urbamonde pour cette initiative. C'est un privilège de parler sur le contexte international de droit au logement, mais aussi sur les contextes locaux de Genève. D'abord, le mandat de droit au logement convenable a été créé à l'année 2000. Moi, je suis la deuxième rapporteuse et j'ai pu observer la crise du logement. Et la crise du logement, c'est pas seulement quelque chose qui a à voir avec les favelas et les informal settlements dans les pays du Sud. Mais la crise du logement, c'est en réalité aussi, aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, dans les pays du Nord. Et on a observé très clairement qu'un processus très clair qu'on appelle la financiarisation du logement, ça veut dire la conversion du logement qui, dans le passé, était vécu et était abordé par les États comme un droit social, comme un domaine social, et de plus en plus est devenu une marchandise dans les marchés privés et une partie très importante du circuit financier. Toutes les politiques de protection des logements, je pourrais dire, elles sont aujourd'hui beaucoup plus faibles. La crise des logements, ce n'est pas une crise de manque d'appartements, ils sont là, mais on ne peut pas payer, on ne peut pas accéder. C'est une crise d'accès, et c'est une crise d'accès pour les pauvres et dans tous les processus de financiarisation de l'immobilier, c'est très très important, l'immobilier comme une partie fondamentale du circuit financier. Maintenant, de plus en plus, les gens communs, les pauvres, ils doivent concurrencer avec les grands investisseurs internationaux pour pouvoir accéder au logement. Devinez qui va gagner la concurrence. Si la seule valeur, c'est la valeur économique. Et avec ces changements, le changement vers la financiarisation a été aussi un changement très important de paradigme en termes de politique de logement, mais aussi de modèle de logement. Dans beaucoup de pays, la propriété privée, individuelle, c'est devenu la seule politique, la seule solution. Et pourquoi la propriété individuelle ?
parce que le langage du marché, du financier, c'est le langage de la propriété individuelle. C'est quelque chose que peut être acheté, vendu et tout ça. Mais le langage de droits de l'homme, c'est pas exactement seulement ça. La notion de droit au logement inclut, c'est pas la maison, l'appartement, la structure physique, c'est une sorte de portail, de porte d'entrée pour avoir accès à d'autres droits. J'ai décidé de travailler comme dernier rapport thématique sur la sécurité d'occupation. Et pourquoi la sécurité d'occupation? Pourquoi cet thème? La sécurité d'occupation, c'est un des éléments du droit au logement convenable. Mais c'est un élément fondamental parce que quand on perd les liens avec l'endroit où on vit, on perd aussi tous les liens avec les autres droits. Donc, on a développé le Guiding Principles on Security of Tenure for the Urban Poor. Le principe 1, c'est le principe de renforcer les diverses formes d'occupation. Ça veut dire que les États devraient promouvoir, protéger et renforcer les diverses formes d'occupation, y compris celles découlant de régimes d'occupation établis par voie législative, coutumière, religieuse ou issus de régimes hybrides, que tous les programmes politiques et lois en matière de logement devraient être élaborés après avoir procédé à des évaluations de leur incidence sur les droits de l'homme afin de recenser des modalités d'occupation des populations les plus vulnérables et marginalisées et de s'y consacrer en priorité. Le deuxième principe, c'est de reconnaître, et ça a beaucoup à voir avec toutes les occupations qui ont été faites dans les pays du Sud, particulièrement en Amérique latine, en Afrique et tout ça, que c'est la autoconstruction et la autoproduction de l'habitat des gens qui sont les plus pauvres, qui ont des liens avec la terre, c'est pas la propriété individuelle, c'est pas les titres de propriété. Et l'idée, c'est l'idée de reconnaître clairement les occupations qui pourraient être établies définitivement et l'urbaniser et le mettre d'infrastructures et de les reconnaître légalement, y inclut légalement, mais aussi de dire clairement ce qui ne peut pas rester, quelle est l'alternative. Et ici, dans les principes et dans les rapports, on donne beaucoup d'exemples de comment faire ça, dans quel instrument faire ça. Le troisième, c'est de rechercher en priorité des solutions in situ. Ça veut dire de ne pas déplacer, d'éviter les déplacements pour des raisons que j'ai déjà présentées. Et le quatrième, et je crois que ça c'est très important pour discuter ici, parce que ça doit être la base pour ouvrir l'accès à la terre pour tout le monde, que c'est promouvoir la fonction sociale de la propriété. La propriété individuelle joue une fonction sociale essentielle, dont celle de garantir un logement aux populations urbaines pauvres. Ça veut dire que dans l'aménagement territorial, il faut absolument définir quelle est la place pour les pauvres. Et c'est une obligation de la propriété privée ou publique de garantir que cette place existe dans l'aménagement. Parce que les pauvres existent. Ils doivent vivre. Ils ont un droit au logement parce que le droit au logement, c'est un droit humain. Les 5, c'est lutter contre la discrimination fondée sur les régimes d'occupation, doit être garantie et protégée par la loi, par les politiques et dans la pratique. Le 6e, c'est de promouvoir la sécurité d'occupation des femmes. L'égalité des sexes, aussi bien en droit que dans les faits, est essentielle à la jouissance du droit au logement convenable.
Et le septième, que ce n'est pas seulement les États qui doivent respecter la sécurité d'occupation, c'est aussi les activités commerciales qui ont un impact sur le régime d'occupation, doit être aussi respecter ce régime d'occupation et être responsable pour ça. Aussi que la coopération internationale pour le développement qui doit promouvoir aussi ces principes et renforcer la sécurité d'occupation. Le neuvième, c'est autonomiser les populations urbaines pauvres et responsabiliser l'État. Ça veut dire, c'est très important, la participation des gens dans la définition des politiques, dans la définition des régimes d'occupation, dans l'aménagement des territoires, pour pouvoir définir et participer directement dans la définition de son avenir, de son destin. Et pour ça, c'est très important que les États soient responsables pour mettre très clairement et d'une façon très transparente toutes les informations sur les projets. Finalement, garantir l'accès à la justice. Les régimes d'occupation ne devraient pas empêcher d'avoir accès à des recours utiles en cas d'atteinte aux droits de l'homme. Et les États doivent garantir l'accès de la population à des recours administratifs ou judiciaires effectifs en cas de violation du droit au logement convenable, en cas de discrimination fondée sur les régimes d'occupation, discrimination fondée sur tout motif interdit, non-adoption de mesures appropriées en temps opportun, mise en péril de la sécurité d'occupation et spécialement expulsion dans des cas d'expulsion forcée. Chaque fois qu'une famille ne peut plus payer son loyer, ne peut plus vivre dans un quartier tout simplement parce que le logement est trop cher, on parle sur une violation de la sécurité d'occupation. N'importe quel genre, n'importe quel sexe, n'importe quelle orientation sexuelle, n'importe quelle religion, mais n'importe quel revenu, tout le monde a le droit d'être et de profiter les biens qu'ils ont dans la ville. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Une question qui me semble fondamentale dans ce rapport, c'est la différence entre la légalité et la légitimité. Elle se fonde sur un principe qui est l'absence d'alternative. Pourquoi est-ce que c'est aussi fondamental ? Dans chaque conflit sur les droits au logement que j'ai vu, c'est un conflit entre légalité et légitimité, et c'est un conflit entre légalité et illégalité. Parce que les droits de l'homme, il s'agit de l'égalité. Mais la question, c'est comment établir une politique d'une façon que personne n'a besoin de se mettre sur une rivière. Il y a toujours une alternative. Là, vous ne trouvez pas à Genève, vous pouvez aller en France. L'alternative, pour moi, elle n'est pas non plus suffisante parce qu'elle évacue la notion collective de l'habitat, pas la notion juste individuelle en tant que droit de personne d'avoir un toit et une sécurité matérielle, sans quoi on assiste à ces processus de gentrification que l'on connaît bien en Europe, on voit très bien dans les quartiers de Londres, ou même Paris. Mais c'est pour ça qu'à mon sens, au-delà, et là on doit différencier quand même l'urgence des populations vraiment qui n'ont aucune alternative réelle, et là je parle en droits de l'homme fondamentaux, et les questions plus dans nos sociétés qui posent un autre problème qui est celui de la dimension collective de l'habitat et d'avoir aussi une vision de société qui est pas juste celle de la protection de l'individu mais qui est celle de la cohésion sociale. J'ai un commentaire sur la légalité et la légitimité qui revient un petit peu à ce que Victor Hugo appelait la lutte perpétuelle entre la loi et le droit. Dans ce cas-là, les lois sont la réalité, elles sont souvent imparfaites. Et après, vous avez un droit au logement. Dans la Constitution genevoise, on a un droit au logement qui a été inscrit par un vote populaire en 1992
Il y a eu énormément de discussions dans la constituante, quand on a révisé la constitution, fait une nouvelle constitution pour si on devait garder ou non ce droit au logement. Et ce qui était intéressant, c'était que l'argument principal de ceux qui voulaient l'enlever, c'est de dire qu'il n'a pas été utilisé pendant 20 ans. Et en fait, il a été utilisé par les avocats, mais le problème, c'est que les juges n'ont jamais reconnu leur rôle dans la protection de ce droit au logement. Donc depuis plus de 20 ans, on a un droit au logement dans la Constitution qui ne sert à rien parce que les juges ne prennent pas leurs responsabilités. Donc les constituants, dont j'ai fait partie, ont remis ce droit au logement dans les droits fondamentaux et ont un petit peu précisé, il y a certaines parties qui ont été enlevées, mais ont un peu précisé. Il y a aussi un article qui dit que dans la mesure où il s'y prête, les droits fondamentaux s'appliquent au rapport entre particuliers. Et on peut dire qu'à Genève, ces rapports entre particuliers, c'est exactement ce qui détermine le droit au logement, puisqu'on est dans une situation où 85% de la population sont des locataires, et donc on dépend tous des régies, des relations avec les régies. Et dans le contexte actuel de pénurie, il y a un rapport de force qui est complètement en faveur des régies, évidemment, contre les locataires. Il y a des lacunes ou des fautes ou des parties de la législation qui ne sont pas conformes au droit au logement, et les juges ne prennent pas leur responsabilité à Genève. Il y a tout un travail à faire. Le Conseil d'État, dans son message sur la Constitution, la mise en œuvre de la Constitution, il n'y a pas longtemps, a dit que les droits fondamentaux étaient directement applicables. Donc il y a un message à faire passer aux juges dans cette République pour que le droit soit plus conforme à la loi. La loi plus conforme au droit. C'est vraiment important et je crois que justement la contribution des principes que Raquel nous propose, c'est justement de changer le focus. C'est qui est responsable de la situation. On a la tendance à criminaliser les gens qui sont les personnes qui n'ont pas des alternatives, qui n'ont pas d'options et qui doivent faire ça, que c'est dehors la loi. Et le problème, c'est les gens ou c'est la loi. C'est l'État, le responsable parce qu'il fait des choses ou il ne fait pas des choses. Ce sont les politiques publiques, etc., etc., etc. Vraiment, ce n'est pas un changement de paradigme, mais c'est surtout de retourner à des paradigmes que nous avons déjà dans le passé. La pratique sur le terrain, elle est excessivement difficile. Comment est-ce que tu perçois cette dynamique? On ne parle pas de la question de la pauvreté, de l'absence de ressources, de l'absence de capacités de la société. Il y a beaucoup d'argent. Et parfois, le problème, c'est qu'il y a trop d'argent. C'est ça l'origine de la crise. Et c'est pour ça qu'ils ont construit des milliards de logements nouveaux. Et maintenant, on a des logements vides. 5 millions de logements, de bâtiments vides au Mexique. Dans l'Europe, j'ai écouté que c'est 11 millions de bâtiments vides. C'est vraiment un scandale. Et en même temps, en Espagne, on est en train de faire des évictions de 500 personnes par jour. Et en Espagne, on a plus de 4 millions de bâtiments vides. Et ça, c'est vraiment important, parce que quand on parle au droit au logement, la première chose que les journalistes des mass médias et que les autorités demandent, c'est le déficit. C'est quoi le déficit? Et le déficit, c'est quantitatif, toujours. Il faut bâtir combien de logements nouveaux? Non. Non, il faut commencer la question de nouveau. Quand je vous entends dire il faut promouvoir la fonction sociale de la propriété, on est là dans le vrai sujet. Si on monte à la Déclaration des droits de l'homme, la propriété était là pour empêcher le souverain de nous prendre ce qu'on avait. C'était pas pour accumuler 1, 2, 3, 4, 5 logements. La propriété privée a bien son sens, mais à un moment, il faut, et c'est ce qu'on a pu essayer de faire depuis des années à Genève, mutualiser les économies cette fois privées, les économies des gens, pour arriver à accéder à la propriété collective que nous pratiquons dans les coopératives. Le concept de ce qui est communautaire, collectif, je crois que c'est une dimension très importante de la ville. Mais il faut aussi être clair que les logements sociaux, c'est aussi une partie de ces fonctions communes, que le territoire commun doit donner soutien pour ça. La deuxième chose, c'est que la propriété collective, coopérative, elle est vraiment une façon de mobiliser des ressources communes, oui, mais aussi elle peut offrir un degré élevé de sécurité et de garantie contre la spéculation ou l'achat de biens
par les prédateurs immobiliers plus aisés, en conférant la collectivité des pouvoirs décisionnels, y compris celui de vendre. Donc, pour les plus pauvres, les plus vulnérables, une propriété coopérative, c'est plus sécure. Et on a pu voir ça en pratique dans des expériences de coopératives dans des différents pays, y compris Suède, Uruguay, mais aussi les Community Land Trusts en États-Unis et en Angleterre en ce moment. Je crois que c'est très important comme avenir. Donc, j'aimerais aussi aborder la question sud et ce 1 milliard de squatteurs à travers le monde, peut-être en donnant la parole à David Cornu. Je suis très content d'avoir lu ce document de la rapporteure spéciale. Donc, on vous a suivi hier à l'ONU et puis aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'a frappé, et c'est pourquoi Amnesty travaille sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'est, quand vous avez évoqué l'indivisibilité des droits, comme quoi un logement, c'est une ouverture pour d'autres droits. Et quand on parlait de Genève, etc., mais si vous regardez, par exemple, dans d'autres pays, quand vous disiez les droits coutumiers, la légitimité, si vous regardez Israël, il y a eu l'année passée un grand débat sur une loi qui expulsait des Bédouins, et ces Bédouins avaient des titres de propriété qui dataient de l'époque ottomane, et personne ne les reconnaissait. Donc tout ça, c'est des choses qui concernent absolument Amnesty. Parce que là, on a beaucoup parlé de Genève, mais les bidonvilles, c'est le sud, c'est le Kenya, par exemple. À Nairobi, 50% de la population vit dans des bidonvilles. Donc 50%, c'est plus d'1 million de personnes. Donc ce ne sont pas des squatteurs qui simplement s'installent là, ce sont des gens qui ont établi des business, donc ils ont fait du commerce, c'est des gens qui payent des impôts, qui ont une vraie société. Et ces gens-là, ils vivent dans la société, mais quand la ville qui leur laisse, donc qui ne touche pas au terrain sur lesquels ils sont installés, nous on a participé à une campagne où les gens étaient installés là depuis 1964, donc ils se sont fait expulser en 2013. Et l'État, dans tout le budget de l'urbanisme, dans toute la planification, ils en sont complètement exclus. Et quand nous, on a fait un rapport là-dessus, on a cité quelqu'un qui disait « nous sommes des déchets, we are like rubbish ». Parce que ces gens, ils n'existent pas. Et ça représente des gens extrêmement importants. Donc nous, ce qui est très important dans ces guidelines, c'est la responsabilité de l'État de mettre un cadre légal pour que les gens puissent participer. Et je trouvais aussi très intéressant quand vous disiez au Mozambique, on donne des certificats d'usage pour ça, c'est par exemple quelque chose qui pourrait s'appliquer au Kenya, où les gens, vu qu'ils participent dans la société, on pourrait reconnaître leur participation. Parce que pour l'instant, ils ne sont rien du tout. Et c'est ça ce qui nous inquiète vraiment chez Amnesty, c'est qu'en fait, les expulsions forcées ou le fait qu'on ne reconnaisse pas le droit au logement, en fait, on efface les gens. Symboliquement, on les efface de la société. C'est très important de comprendre les rôles qui jouent l'ambiguïté par rapport au système d'occupation. C'est illégal, c'est légal, ça existe, ça n'existe pas. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas les bidonvilles au Brésil, en Afrique. Ils ne sont pas illégaux. Parce que si on dit que tous sont illégaux, on va mettre tout le monde dans les prisons. Mais on ne fait pas ça. Parce que ça, c'est le vrai enjeu du pouvoir politique. De les contrôler, d'avoir les votes là-dedans et faire aussi l'enjeu économique avec l'immobilier quand ils ont besoin de la terre. Les principes qu'il y a ici, c'est les principes de clarté, visibilisation, définition, légal, non légal, peut être, ne pas être, et en utilisant des instruments de reconnaissance, qui n'est pas seulement la propriété privée, peut être propriété collective, peut être droit d'usage, peut être droit d'occupation, avec très clairement qu'est-ce que c'est ces droits et la clarté. Je crois qu'il faut faire coïncider la légalité à la légitimité. Aussi, comme Conseil d'État en charge du logement, je vais, pendant cette législature, renforcer une structure qui est notamment celle de la FPLC, celle qui est une structure
public qui appartient à l'État mais qui a son autonomie, elle n'est pas dans l'administration, mais qui a quoi comme rôle? Qui a comme rôle d'acquérir du foncier, de structurer et de le revendre aux acteurs qui construisent. Et ces mécanismes-là, c'est plus un problème de volonté politique que d'argent. Parce que ces gens-là, ils peuvent, évidemment, si les prix ne sont pas spéculatifs et ne sont pas dans des hauteurs stratosphériques, mais sur des prix corrects, ces gens-là peuvent payer le foncier et se structurer. Si on veut compléter là-dessus, Éric Rossio, l'accès à la terre pour les coopératives aujourd'hui, c'est aussi un défi de pouvoir construire quelque part. Vous avez une capacité aujourd'hui démontrée à bâtir. Un des grands problèmes, c'est où? Sans intervention publique, que ce soit dans le sud ou dans le nord, on n'arrivera pas à développer de l'habitat collectif, de la propriété collective du sol. Ce qu'il y a aussi à Genève, c'est qu'on fait beaucoup d'urbanisme de parcelles, et parce qu'on achète une parcelle, puis on se dit il faudrait qu'on mette un immeuble dessus. La ville, là-dedans, elle a du mal à démarrer, à s'urbaniser, parce qu'une fois qu'on a une parcelle, on n'a pas une ville. Et puis une fois qu'on a un immeuble, eh bien, ça ne fait pas non plus un endroit pour vivre forcément, ça fait un toit. Donc voilà, dans l'urbanisation, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que l'État puisse avoir ce qu'ils appellent en France ou en Allemagne des foncières, c'est-à-dire la FPLC quelque part, cette fondation qui est dotée pour acheter des terrains, mais qui ait aussi des moyens d'aller plus loin et de dire ce périmètre-là, on a jugé d'intérêt public qu'il devienne urbanisé. Quand il y a une crise du logement, l'intérêt public doit dépasser dans la pesée d'intérêt l'intérêt privé. Nous, il nous manque ça. Il nous manque un petit peu ça pour développer des vrais quartiers. Pour l'instant. Mais c'est vrai que l'aménageur, quelque part, c'est le propriétaire de villa actuellement à Genève. S'il ne veut pas vendre, il n'aménage pas. Voilà, l'État n'aménage pas. Il y a beaucoup de nouveaux outils qu'on commence à utiliser pour éviter l'expropriation et pour avoir d'autres moyens d'accéder au terrain. Un des outils les plus importants, c'est l'établissement au Brésil des zones spéciales d'intérêt social dans la ville, sur les terrains vides ou occupés. C'est un terrain où on peut seulement construire des logements sociaux. Le terrain est privé, mais comme il est déclaré seulement pour logement social, les prix tombent. Ça, c'est une mesure. L'autre, c'est la combinaison. Par exemple, combiner le special zoning de social interest avec des mesures de presser les propriétaires à mettre en vente les terrains. Comment négocier la terre? Bon, je crois que c'est plus complexe que ça. Et je crois qu'on peut dire que ça serait impossible de résoudre les problèmes de droit au logement sans penser au droit à la ville. Dans les principes, il y a beaucoup d'éléments qui parlent de ça, qui parlent des besoins de l'aménagement urbain, des besoins de la participation de toutes les personnes dans la décision, et pas seulement en parlant des habitants de bidonvilles, pas seulement des décisions à propos de bidonvilles, mais les habitants de bidonvilles ont le droit de participer dans les décisions à propos de la ville. Et surtout s'ils sont plus de la moitié de la population. C'est évident. C'est évident. Et des négociations, il y a plusieurs des choses. Disons, tu dis que les gens sont invisibles. Oui, c'est ça. Les gens sont invisibles, sont aussi invisibles dans les maps, dans les cartes. Exactement. C'est-à-dire que la négociation, ce n'est pas seulement la terre comme ça, mais c'est la visibilité de ça qui existe déjà. Et les gens, s'ils n'ont pas les droits légaux d'accéder à la terre, les options, disons, à travers la banque, à travers les crédits, etc., les options formelles et légalisées, bon, il faut trouver d'autres options. Et les gens l'ont déjà fait, particulièrement dans les pays du Sud. C'est-à-dire la discussion, c'est beaucoup plus grande que simplement l'accès à la terre et l'accès des gens à la terre. C'est la discussion à propos de l'espace, c'est la discussion à propos de la distribution de l'espace et de la terre, que c'est bien sûr à redistribution de la richesse aussi. Et ce sont des choses qui vont lier. Et c'est une distribution de pouvoir politique et de pouvoir de décision. Et c'est ça qu'on est en train de promouvoir, et c'est ça qu'on met dedans la question des droits à la ville aussi.